J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette toute nouvelle édition hebdomadaire du TV Laval Nouvelle. Êtes-vous sous l'emprise des préparatifs du temps des fêtes, que ce soit de papoter finalement, de partir à la recherche de ce cadeau qui fera peut-être la différence pour votre enfant, l'être aimé. Bref, espérons que vous passez du très bon temps. Puis n'oubliez pas, c'est du temps de qualité. C'est le summum durant la période des fêtes. Et encore une fois, on va avoir plein d'invités au cours de la prochaine heure, entre autres Eduardo Dacosta, directeur général de TVRL, qui va nous dresser le bilan de l'année 2015-2016 pour TVRL, les orientations pour la prochaine année aussi pour 2016-2017 et aussi chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier et le sommeil. Une chose qu'on aura bien besoin durant la période des fêtes et pour se remettre des excès de la période des fêtes pour la nouvelle année. Alors, on va en parler aussi avec notre pharmacienne ici, Joliane Béguin. Tout d'abord, bien évidemment, c'est un dossier qui interpelle tout le monde, le dossier de M. Gilles Vaillancourt et à la suite du plaidoyer de culpabilité de Gilles Vaillancourt, le maire de Laval, Marc Demers, qui s'est déclaré satisfait de l'entente survenue. Depuis le début de notre mandat, nous nous étions engagés à récupérer l'argent des Lavallois, a rappelé le maire Demers en soulignant le fait que nombreux étaient ceux, finalement, qui pensaient que Gilles Vaillancourt, entre autres, allait s'en tirer sans rien payer. Et M. Vaillancourt a renoncé à sa pension annuelle de 30 000 $ versée par la Ville. La valeur totale de cette pension est estimée à 500 000 $. Il a remis aussi à la Ville les titres de propriété de son condominium. Sa valeur est estimée à 1 million $. La Ville a récupéré auprès de M. Vaillancourt la somme de 7,5 millions $. Et Gilles Vaillancourt est présentement derrière les barreaux. Les procureurs ont fait la suggestion commune au juge d'une sentence de 6 ans de prison. Le juge rendra sa décision donc sous peu à ce sujet. Le total de la valeur des sommes récupérées est environ de 9 millions $. Je suis convaincu d'avoir obtenu tout ce qu'il nous était possible d'obtenir de la part de M. Vaillancourt. Les dommages qu'il a causés aux citoyens sont sans doute plus importants encore, mais il fallait tenir compte de ses avoirs et j'ai la certitude que nous avons obtenu le maximum, a déclaré le maire Demers. L'entente a été autorisée par Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec, à la suite de la recommandation de l'équipe juridique de la Ville et de l'administrateur du programme de remboursement volontaire du gouvernement, projet de loi d'ailleurs numéro 26, et ancien juge en chef de la Cour supérieure, l'honorable François Rolland. C'est ce qu'a souligné donc le maire Demers. Les sommes récupérées aujourd'hui au nom des Lavallois nous donnent raison d'avoir pris les moyens requis pour obtenir réparation. Nous avons consenti les efforts requis et notre détermination est maintenant renforcée. Ce n'est qu'un premier pas. Nous poursuivons notre démarche, a conclu le maire de Laval, Marc Demers. Autre dossier qui fait énormément jaser, mis à part l'affaire Vaillancourt, les policiers de Laval qui ne répondent pas au téléphone de leurs employeurs lorsqu'ils ne sont pas en service ont recours d'ailleurs à des moyens de pression illégaux selon le tribunal administratif du travail. Le tribunal a donc ordonné tout dernièrement aux policiers de répondre aux appels dans les délais habituels et aux enquêteurs de se rendre disponibles selon la pratique habituelle et d'accomplir leurs tâches de manière usuelle. Ils n'auront d'autre choix que d'accomplir leurs tâches, a statué dit donc le tribunal administratif du travail. La Ville de Laval s'était tournée vers le tribunal en raison d'un refus de travail de ses policiers. La municipalité estimait que ces moyens de pression représentaient un risque pour la population qui pouvait être privée de services auxquels elle a droit. Une audience publique du tribunal administratif s'était tenue dimanche soir afin d'étudier les positions de l'employeur et du syndicat des policiers. À défaut d'en venir à une entente, c'est le tribunal qui a dû trancher dans ce litige. Dans un communiqué, le tribunal administratif du travail rapporte que selon la Ville, depuis le 29 novembre, les policiers patrouilleurs et enquêteurs ne répondaient plus aux appels en dehors des heures régulières. Certains policiers désertaient également leurs affectations régulières. Évidemment, devant tout ça, on a agi du côté de la Ville de Laval. Résidence inondée après un bris d'aqueduc, cette fois des cours arrière et les sous-sols de 2 résidences du chemin bord de l'eau qui ont été envahis par une importante quantité d'eau dans la soirée du 1er décembre dernier après un bris d'aqueduc dans le secteur. Il était en début de soirée, 19h, quand l'appel est entré au 911 et les pompiers sont arrivés 10 minutes plus tard devant les résidences situées près de la rue Cléophas-Charbonneau. Ça, c'est à l'ouest de l'autoroute 13. En provenance de la voie publique, l'eau avait monté de façon tellement importante que l'intervention a duré plusieurs heures, soit jusqu'à 21h30, avant qu'on ne puisse déclarer le tout sous contrôle. En plus de l'inondation de cours arrière, 2 sous-sols ont reçu plus de 4 pieds d'eau.
très considérable. Hein? Et à leur départ, les 2 unités du service de sécurité d'incendie, soit 7 pompiers, ont laissé 2 pompes sur place pour soutenir les efforts des citoyens touchés. Les sinistrés ont été pris en charge par leur assureur. Les dommages au bâtiment sont évalués à un minimum de 150 000 $. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts pour le contenu toutefois de ces 2 résidences. Le temps des contrôles routiers qui est arrivé avec la période des fêtes, des parties de bureau et ces opérations policières qui ciblent la conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues dans le temps des fêtes qui ont débuté depuis le 25 novembre sur le territoire lavallois et sa Rive-Nord. Cette première sortie d'envergure visait le passage sur 3 ponts reliant Laval aux municipalités de Saint-Eustache, Terrebonne, Bois-des-Filions, Rosemère et de Sainte-Thérèse. En tout, les patrouilleurs ont contrôlé 2360 véhicules. Une seule personne a dû souffler dans l'appareil de détection d'alcool, mais sans résultat concluant. Cependant, 2 constats d'infraction qui ont été donnés pour des raisons diverses et une personne aussi qui a été arrêtée parce qu'elle détenait une arme prohibée, un point américain, déposé sur un siège de son véhicule. En 2015, la situation avait été moins reluisante alors qu'une première opération semblable avait été tenue et 1010 véhicules avaient été interceptés, menant à 14 tests de taux d'alcoolémie et justement 13 constats, dont un de tolérance zéro, en plus du remisage de 5 voitures et une d'arrestation pour d'autres motifs que l'alcool ou la drogue au volant avait été justement détecté. Et ce type de contrôle routier va s'intensifier jusqu'au 2 janvier prochain dans le cadre de l'opération Vaccin, connue sur vérification accrue de la capacité de conduite, intervention nationale. Évidemment, passons à la guignolée des médias avec David Daigle qui se tient le 8 décembre. Bonjour, ici David Daigle. Je suis en présence de Roselyne Filion et de M. Marc Demers, tous 2 porte-parole à Laval pour la grande guignolée des médias. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première année que la guignolée des médias à Laval, Monsieur le maire? Oui, normalement, il y avait la Saint-Vincent-de-Paul qui organisait une ramassée de fonds. Maintenant, il y a 2 organismes importants, Saint-Vincent-de-Paul et Moisson-Laval, qui le font. On parle de combien de bénévoles pour la journée actuellement? Plus de 400 bénévoles, des gens généreux, des gens qui s'impliquent à différents points. Roselyne, j'aimerais savoir, on t'a sollicité cette année pour devenir porte-parole. Pour quelle raison tu as accepté? Bien, évidemment, c'est une cause très importante qui me tient à cœur parce qu'on le sait, le temps des fêtes, c'est pas facile pour toutes les familles. C'est important. Moi, Laval m'a donné beaucoup dans ma carrière d'athlète et c'est à mon tour de redonner à ma communauté. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. D'accord. Quelle est la contribution de la Ville de Laval comme une journée dans le cadre de la guignolée des médias? La contribution totale, je n'ai pas le chiffre, mais il y a une contribution monétaire, il y a au niveau de l'organisation. Puis évidemment, on injecte des fonds dans les 2 organismes en question. Mais j'ai malheureusement pas le chiffre total. Est-ce qu'il y avait un objectif financier cette année qui était déterminé par rapport à l'organisation de la journée? Mais je pense que comme c'était la première fois, c'est vraiment à l'essai. Hein. Il y a vraiment il y a plusieurs points de collecte. Il y en a 13 au total. Il y a les trains et les stations de métro. Donc, comme c'est une première année, il y a plusieurs tests qui sont faits, mais les collectes sont à plusieurs endroits partout à Laval toute la journée. Donc, c'est une belle première édition pour Laval. Quels sont les dons? Le maximum possible. On demande aux gens de contribuer, d'encourager nos bénévoles et c'est pour redonner aux gens dans le besoin. Les gens peuvent faire un don jusqu'à quelle date? Écoutez, les collectes vont se poursuivre là, pour la journée. Maintenant, ils peuvent toujours faire des dons. Il n'y a pas de date limite à Moisson-Laval ou à Saint-Vincent-de-Paul. C'est toute l'année. Les gens peuvent faire des dons en ligne ou en personne dans différents points de chute à Laval. Effectivement, il y a tous les points là où il y aura des bénévoles que Mme Filion vient de mentionner pour la journée et ça se passe une petite collecte comme ça, mais il y a toujours aussi en communiquant avec la Saint-Vincent-de-Paul ou Moisson-Laval où ce que les dons peuvent être faits 365 jours par année. D'accord.
Un mot de la fin pour un message que vous voudriez passer aux citoyens et citoyennes de Laval. Quel serait le message que vous voudriez passer? Mais soyez généreux, surtout c'est une belle cause. On veut aider les gens dans le besoin, surtout au temps des fêtes, mais à l'année longue, il faut être généreux. Si vous avez un beau travail, vous êtes heureux dans votre vie, ça fait plaisir de faire un don aux familles qui sont les plus démunies. Donc, soyez généreux. Merci, Roselyne. Monsieur le maire? Alors, on reçoit autant à donner. Et je pense que on est tous gagnants à partager. Il s'agit de s'entraider et c'est une marque de notre communauté. Donnez, soyez généreux. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Merci. Et pourquoi je fais un clap? Vous vous demandez sans doute pourquoi. Ben, c'est dans le jargon donc des émissions, des tournages de télévision. Donc, un moyen technique pour synchroniser les deux caméras qu'on a ici sur le plateau aujourd'hui. Donc, une à ma droite, puis une justement dont je vous regarde présentement. Dispositif donc technique, mais qui aura bientôt une fin pour les émissions comme TV Laval Nouvelle ici à TVRL durant les tournages. Et pourquoi? Explication avec le directeur général, justement, de TVRL, Eduardo Dacosta. Allô, Eduardo? Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Content de t'accueillir ici. Ben, c'est le fun. Puis pourquoi? Pourquoi, justement, ce sera la fin? On pourrait peut-être expliquer aux gens. Enfin, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet qui était de renouveler l'équipement au complet, passer à la nouvelle technologie du HD, le son, les lumières, tout ça. Ouais. Et maintenant, ben, c'est pratiquement tout terminé. Dès le mois de janvier, tu n'auras plus besoin de faire de claques pour synchroniser parce que la régie a tout été est devenue moderne. Ça a fait une pointe. Exactement, parce qu'on était loin de ça, à des années-lumière. Peut-être que les gens ont vu évoluer aussi devant leur télé. Juste l'éclairage, juste de voir. On voit ici, on voit peut-être pas, mais on pourra voir éventuellement bientôt avec les caméras, tout ça. Mais on a changé, puis on a mis des panneaux acoustiques également. Exactement. Donc, on a vraiment tout revampé. Ça a été, d'ailleurs, si on fait le bilan de TVRL pour l'année 2015-2016, ça a été l'une de vos grandes lignes directrices que vous avez atteint. Là. Ça a été une grande réalisation. Ça a été très, très difficile parce qu'on a eu un prêt du gouvernement au montant de 174 000 500 pour être précis. On a eu la collaboration de Ville de Laval qui ont pu injecter eux aussi un peu de sous, mais ils ont surtout endossé le financement parce qu'il faut aller dans une banque. Puis quand tu es une OBNL, c'est pas toujours évident d'aller à une banque emprunter de l'argent. Ceci dit, tout ça est terminé. Les conditions pour pouvoir réaliser des émissions vont changer. Les gars ici travaillaient, ça n'a pas de bon sens, on travaillait comme là 15 ans. L'artisanat pratiquement. Non, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'on va être en mesure de sauver énormément de temps. Et c'est pas surtout de sauver du temps, c'est la qualité des émissions qu'on va pouvoir faire. C'est une des plus grosses réalisations de TVRL pour le mandat qu'on s'était donné. Ça a pris 2 ans. Nouvelles émissions Des aussi. nouvelles émissions. Ben, comme celle-là. Tout à fait. Qui m'a permis, pour moi, justement, de pouvoir... Exactement. On a changé aussi beaucoup de... TVRL, c'est une télévision communautaire qui, si tu veux voir ça, il faut que tu ailles sur le 09. Il y a quelques émissions qu'on passe sur le 609. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il faut travailler de plus en plus avec les réseaux sociaux. De là, l'idée nous vient de faire des découvertes comme toi qui viens ici. Toi qui s'en viens ici, bien nous, on sait qu'un jeune est capable de s'en aller sur son Facebook après puis d'envoyer la nouvelle. C'est une façon de nous autres de découvrir des nouveaux talents. Il ne faut pas oublier que TVRL, il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont à la télévision. Gino Chouinard a commencé
commencé ici. Mariana Mazza? Mariana Mazza a commencé Ben oui, ici. c'est ça, hein? Elle a passé ici. Ouais. Marie-André Poulain, elle a commencé ici. Tu seras probablement le prochain qu'on va voir sur les ondes de TVA ou n'importe où. Ouais. C'est aussi ça, une télévision communautaire. C'est aussi les gens qui travaillent derrière les caméras, derrière les... Développeurs de talent. Absolument, absolument. C'est souvent, hier, j'écoutais une émission de télévision, puis on riait beaucoup des télévisions communautaires. Faut pas, c'est important que ça reste là, vraiment. Et surtout une ville comme Laval, on est 450 000 personnes. Tout le temps en développement. Tout à fait. Cosmopolite. Tout à fait. Puis d'ailleurs, je me permets peut-être de préciser aux gens, parce qu'il y a une loi qui pourrait peut-être passer au gouvernement fédéral, qui n'est pas nécessairement, disons, de très bonne augure. C'est inquiétant hein, pour une TV comme ici, TVRL. C'est que de la manière que le CRTC voit les télévisions communautaires, il y a un changement. Pour le président du CRTC, de faire de prendre en vidéo quelque chose avec ton iPhone, le diffuser sur YouTube, lui considère ça comme communautaire. Nous, ce qu'on dit, ça n'a pas de bon sens, ton histoire, parce que tu n'as pas de permis, tu n'as pas de licence. Il faut que ça soit beaucoup plus encadré. Parce qu'ils dans le fond, c'est pas les mêmes règles qu'ils doivent respecter. Tout à fait. Donc, tout à fait. Nous, c'est beaucoup plus régi. Là-dessus, l'Association des télévisions communautaires font un grand travail et j'ai beaucoup d'espoir que ça se peut pas que ça disparaisse. Il faut arrêter à un moment donné de faire disparaître des affaires qui sont importantes. Parce qu'on la communauté, ce qu'il faut faire, c'est de donner des outils supplémentaires pour être capable de joindre plus de grand monde. C'est ce qu'on prévoit, nous autres, faire pour l'année 2017. Justement, les réalisations, quelles sont les orientations qu'on veut faire pour l'année 2016-2017 pour TVRL? Grâce aux équipements qu'on a, on est beaucoup plus flexible. Donc, on va être capable d'être beaucoup plus sur la street. On va être capable d'aller à l'extérieur, voir les communautés, voir ce qui se passe à l'extérieur aussi. Des activités dans les quartiers. Tout à fait. On le fait très bien avec une nouvelle émission que notre jeune animatrice Jolène va animer. Béguin, oui. Joliane Béguin. Joliane Béguin, exactement. C'est une émission qui, avec ses deux enfants, c'est une mère monoparentale, avec ses deux enfants... Ça se passe en famille, c'est ce qu'on parle. Ça se passe en famille, exactement. Bien, elle se promène à Laval, puis voit qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants à bas âge. Mais c'est important de diffuser ce message-là. C'est important de dire, quand tu as 2 kids à Laval, tu peux aller au Cosmodome, tu peux aller faire de l'équitation. Pas besoin de sortir à Montréal, pas besoin de s'expatrier d'ici la ville de Laval. Puis d'ailleurs, on parle de cette nouvelle émission, mais il y a aussi une demande pour, parce qu'on le disait tantôt, c'est une ville cosmopolite, donc plein de langues, un métissage de culture qui se fait, ça enrichit la ville. Et dans le fond, on est à l'écoute à TVRL de ça parce que vous allez proposer une nouvelle émission, le Laval Families Magazine Show. Donc, c'était une demande, ça. Ça, c'est le fun. Ben, en fait, c'est un projet citoyen. Les citoyens qui ont des projets d'émissions de télévision peuvent venir ici, les déposer. On a un comité, on regarde ça. Puis quand ça fait du sens, bien, on regarde les possibilités de le faire. Il faut que ça soit réalisable. Le Laval Family Show, c'est une émission de télévision qui va être en anglais. On n'a jamais eu ça à Laval. C'est vrai, c'est une première. C'est vraiment première. Et quand, tu sais, je pense sincèrement qu'à Laval, il y a autant d'anglais que de français. Et même tous les arrivants qui arrivent ici, souvent, ils parlent anglais, puis on ne s'adresse pas du tout aux anglophones. C'est souvent négligé. C'est souvent négligé. Donc, à partir du 5 février, il y a une nouvelle émission. C'est un magazine qui va parler de à peu près dans le même style que toi. TV Laval Nouvelle, des sujets de société. Exactement. Mais on va recevoir des gens pour la communauté anglophone et on est vraiment, vraiment, vraiment très fiers de ça. Ça nous emmène complètement ailleurs. Ouais. Et comme je disais précédemment, c'est qu'on a aussi la possibilité, dans le moment avec Vidéotron, on travaille. Souvent à la maison, quand tu es abonné Vidéotron, quand tu allumes ta télévision, tu tombes sur le 609, qui est Ma TV à Montréal. Exact. Ma TV Montréal nous permet de diffuser 2 heures de nos émissions sur le 609. Sur leur chaîne. Mais là, ce qu'on est après travailler, on va aller voir encore Ville de Laval, on va aller voir les gouvernements pour avoir un montant d'argent qui va nous permettre d'être tout le temps sur le 609. Donc, tu n'es plus obligé. On va être digital, on va être visible. C'est beaucoup plus visible. Parce que quand tu veux voir Laval, ton émission, les gens doivent aller sur le 09. Et ce message-là est difficile à faire comprendre. Parce qu'on y va plus. Tout se passe dans les 600 maintenant. 604, 605, 600. Fait qu'on est vraiment après travailler. Ça fait vraiment partie de nos objectifs pour 2017 pour pouvoir être beaucoup plus visible et donner à la popularité
à chacune des émissions. Locale, de façon locale. Tout à fait. Puis n'oubliez pas que tous les dimanches matins, c'est bingo. Le bingo. Bien, c'est là-dessus que ça se termine. Bien sûr, tvrl.ca pour le bingo, toutes les informations. Puis évidemment, vous tenir au courant de toutes les nouvelles émissions et de celles-ci au courant de l'année 2017. Eduardo Dacosta, directeur général de TVRL. Merci beaucoup. La prochaine découverte que vous allez voir sur les ondes des télévisions partout. Bien, merci. C'est une découverte de TVRL. Merci énormément. Merci à toi. La Ville de Laval qui veut miser davantage sur les exportations. La Ville de Laval, donc, qui, par l'entremise de son service du développement économique, a tenu le 29 novembre une conférence sur la stratégie du Québec. À cette occasion, plus d'une cinquantaine de participants, dont 40 entrepreneurs exportateurs, ont pu échanger avec M. Saul Polo, qui est député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ainsi que Jean Séguin, sous-ministre adjoint au commerce extérieur du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, à propos des grands enjeux en matière d'exportation. M. Polo et Séguin qui ont présenté aux participants les principales mesures de la stratégie d'exportation du Québec, dont notamment le soutien à la commercialisation des produits et services sur les marchés extérieurs, ainsi que le programme d'exportation et les services aux exportateurs Export Québec. Tentative d'enlèvement à Laval, la police qui, évidemment, vous demandait au moment de vous présenter ce bulletin l'aide du public pour retrouver les auteurs d'une tentative d'enlèvement survenue il y a un peu plus de 2 semaines à Laval. Les autorités ont d'ailleurs diffusé plutôt les portraits robots des 2 suspects recherchés en lien avec le crime qui s'est passé le 18 novembre en matinée. Cette journée-là, vers 8h35, une femme de 24 ans marchait sur la rue Paradis entre les boulevards d'Agenais et Saint-Élyséard lorsqu'un véhicule à bord duquel se trouvaient les 2 suspects s'est immobilisé près d'elle. Le duo a alors tenté de la faire monter de force à bord et alerté par les cris de la victime, un homme est arrivé à la rescousse, ce qui a fait fuir les 2 individus. Évidemment, on les recherche présentement et le premier suspect est possiblement d'origine arabe et aurait environ 25 ans. Il mesure approximativement 5 pieds 9 pouces et pèse plus ou moins 150 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et s'exprime en français avec un accent étranger. Son complice est lui aussi dans la mi-vingtaine. Il mesure pour sa part approximativement 5 pieds 7 pouces et pèserait environ 165 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et s'exprime également en français avec un accent étranger. Les 2 hommes voyageaient à bord d'une voiture berline noire, 4 portes de modèle récent. La police aimerait plutôt également retracer l'homme qui est intervenu, qui a permis à la femme d'échapper à l'enlèvement, de même que toute autre personne qui aurait pu être témoin de la scène. Les gens qui détiennent de l'information en lien avec ce dossier peuvent communiquer avec la police de Laval au 450-662-INFO. Depuis le 1er décembre, je vous rapporte ces faits. 2 personnes qui sont portées disparues à Laval. La police de Laval qui demande votre aide pour retracer 2 personnes disparues depuis le jeudi 1er décembre dernier. Les disparitions ne sont toutefois pas reliées. Dans un premier temps, les policiers sont à la recherche d'Alexandra Martel, à 15 ans, qui en est à sa 3e fugue en 2016. Elle a quitté son domicile jeudi, n'a pas été vue depuis. Selon la police, elle pourrait se trouver au centre-ville de Montréal ou dans le quartier gay. L'adolescente mesure 5 pieds 8 pouces et pèse 140 livres. Elle a les cheveux teints blonds et les yeux bruns. Les autorités recherchent également Jean Paiement, âgé de 55 ans, qui manque lui aussi à l'appel depuis cette même date, le 1er décembre. Vers 11h30, il a quitté son lieu de travail, mais il n'est jamais rentré chez lui. Selon des informations recueillies par les policiers, le quinquagénaire pourrait se trouver en Ontario. Donc, c'est les données qu'on détient pour l'instant. Et M. Paiement mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 190 livres. Il a les cheveux gris et les yeux pairs. Il conduit un véhicule gris de marque Nissan Micra 2015, immatriculé P88 GVT. Toute information qui peuvent permettre de retrouver ces 2 personnes peuvent être transmises aux policiers en communiquant au 450-662-INFO ou bien directement au 911. Le conseiller à la Ville de Laval qui est venu nous en parler tout récemment des actions de la Société de transport de Laval, M. David Decotis, donc, qui nous dévoilait que c'est un des plus grands chantiers à ce jour qui est opéré à la STL avec l'implantation de 5 mesures offrant une priorité au transport collectif. Les changements apportés permettront d'accroître le service sur les grands axes routiers, améliorant ainsi le transport collectif chez nous à Laval. 13,4 km de voies réservées pour éviter les embouteillages,
une voie réservée centrale, 1 km d'exclusivité supplémentaire au centre du boulevard Le Corbusier entre l'avenue Albert-Duquesne et le boulevard du Souvenir, 6 voies d'évitement pour prévenir la congestion, 10 feux chandelles, la bande verticale blanche ajoutée à certains feux de circulation qui permet par la suite aux autobus de s'engager avant les automobilistes à l'intersection, 227 feux intelligents, l'autobus transmet un signal radio au feu intelligent qui l'informe du nombre de clients à bord ainsi que du retard ou de l'avance prévue au temps de parcours de l'autobus. Ces informations qui permettent de prolonger ou de devancer le feu vert de quelques secondes. 55 arrêts et abribus déplacés de concert avec les 227 feux intelligents. La relocalisation de certains arrêts et abribus après les feux de circulation. L'implantation des différentes mesures préférentielles pour bus, d'ailleurs, apportera assurément une amélioration de la performance et de la fiabilité du réseau, des gains de temps pour la clientèle, une réduction des gaz à effet de serre et par le fait même favorisera le développement urbain actuel et à venir. C'est ce qu'a souligné M. David de Cotis, président du conseil d'administration de la STL. Être bénévole à l'Opération Nez Rouge, une activité qui est payante pour la communauté lavalloise. L'Opération Nez Rouge qui rappelle aux Québécois qu'il est encore temps de devenir bénévole, même si sa campagne de raccompagnement est déjà amorcée. Elle convie donc la population à s'inscrire pour participer à une ou plusieurs soirées de bénévolat, en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s'inscrire en ligne à opérationnezrouge.com et en sélectionnant leur région parmi les 60 où le service est offert. Plus d'une centaine de pompiers de Laval qui ont été honorés, le travail exemplaire de plus de 100 membres du service de sécurité incendie de Laval et de quelques citoyens qui a été souligné le 29 novembre lors de la cérémonie annuelle qui se tenait au théâtre Marcelin-Champagnat. Les récipiendaires ont été félicités sur scène par le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable Michel Doyon, Marc Demers, maire de Laval, Sandra Desmeules, qui est membre du comité exécutif, et Robert Séguin, directeur du service de sécurité incendie. Le maire de Mers a souligné qu'être pompier, c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est une vocation. La soirée a débuté par l'assermentation des 22 recrues de la division Opération, qui a été suivie de la collation des grades, ou le passage officiel à un grade supérieur de 19 membres du service qui a été souligné. Et par la suite a eu lieu la remise d'actes méritoires sous forme de médailles, de certificats et de lettres de félicitations des citoyens et des pompiers qui sont intervenus de façon exemplaire lors d'événements d'urgence. Après l'hommage aux retraités, la remise de la médaille Acte communautaire décernée à Silvio Duprat pour son dévouement et son implication tout au long de sa carrière au sein du service est venue conclure la première partie de la cérémonie. La soirée s'est poursuivie avec la remise de la médaille pour service distingué à 19 pompiers ayant cumulé 20 ans de service, également 12 pompiers comptant quand même 30 ans de service qui ont reçu la barrette pour service distingué. Nombre de personnalités étaient présentes à la soirée, dont Sylvain Dufresne, président de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, Denis Lauzon de l'Institut de protection contre les incendies du Québec, ainsi que Jonathan Dufour, qui est président de l'Association des pompiers de Laval. Le directeur du service, Robert Séguin, a conclu son discours en remerciant les membres de son équipe qui bravent des dangers et ce, souvent au péril de leur vie. Maintenant, est-ce que vous connaissez le Maeva Surf qui est tout récemment rénové à Laval? On vous permet de le découvrir, sinon de le redécouvrir sous un nouvel œil, un nouvel angle, topo dressé par Caroline Lessard. Aujourd'hui, on est au Maeva Surf et j'ai avec moi le propriétaire des lieux, Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es un surfeur. Exactement. En fait, Patricia et moi, ma femme, on a voyagé partout dans le monde. On est allé en Espagne, à Hawaï, au Costa Rica, en Polynésie française. En fait, même Maeva, qui est la base de notre nom, ça veut dire « bienvenue » en polynésien. Donc, c'est la base du surf. Le surf vient de la Polynésie française. Donc, on avait besoin d'un mot pour se connecter là, avec les bases. Puis là, vous avez décidé justement de vous faire un petit nid ici, puis d'ouvrir ça, d'exposer ça aux gens de Laval. Exactement. En fait, nous, on est allé sur un bateau de croisière, on a essayé la vague,
On a adoré. Donc là, on s'est dit, ça nous prend ça au Québec. Donc, on a travaillé, on a trouvé du financement. Et maintenant, on est à notre rénovation. Donc, ça va faire presque 6 ans qu'on est ouvert. Puis, on ouvre Maeva 2.0. En tout cas, quand on entre ici, on a vraiment l'impression d'être dans les îles. Ça nous change complètement de l'hiver qui commence. Il fait toujours 82 Fahrenheit. Il fait toujours 26. Même s'il fait moins 30 dehors, on peut être en maillot de bain ici. Puis les instructeurs que vous avez, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience en surf? Les instructeurs, en fait, je vous dirais que ce qu'on recherche comme instructeur, c'est des gens qui ont de l'entre-gens. C'est des gens, c'est beaucoup des jeunes, donc des jeunes qui étudient en éducation physique, en théâtre. On fait un show, dans le fond. On veut qu'ils soient à l'aise avec le public, qu'ils soient capables de faire sortir les gens de leur zone de confort. Puis, parce que c'est ça, en fait, on s'en va surfer, on n'a jamais fait ça, on embarque sur la planche, mais honnêtement, ils sont tellement bons. En dedans d'une demi-heure, 95 % des gens surfent debout. Je suis maintenant avec Patricia, la copropriétaire de Maeva Surf. Bonjour. Bonjour. En fin de semaine, c'est la grande réouverture après les rénovations, c'est bien ça? Effectivement, 5 semaines de rénovation. Qu'est-ce que vous avez fait comme amélioration au site? On a fait des améliorations vraiment majeures. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était ouvert, donc maintenant on savait ce que les gens voulaient vraiment. Donc là, on a optimisé l'espace. On a rendu ça vraiment plus agréable aussi pour les gens qui regardent, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs. Et aussi pour ceux qui participent à la vague, un environnement vraiment plus plage qui les fait rêver encore plus. C'est vraiment, si on veut débrancher de l'hiver, là, on vient ici, ça marche à coup sûr, oui. Vraiment, puis on a donc fait aussi une salle de fête qui permet de faire des fêtes d'enfants, des fêtes aussi d'adolescents. Et on a réduit notre boutique, mais elle est toujours là. Et une belle salle corporative pour faire des team building et tout ça. Puis à partir de quel âge les enfants peuvent venir ici? En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est plus une grandeur. Donc, à partir de 4 pieds, il n'y a pas de problème. Donc, on parle d'enfants à peu près de 6 à 7 ans parce que c'est plus une stature que l'on recherche parce que l'eau va quand même à 40 km/h. Puis là, on a en ce moment une démonstration de 2 pros. Oui, ça, effectivement. Mais d'ailleurs, ça, c'est de nos anciens employés parce que, bon, on peut pas les garder toute la vie, mais ils sont encore toujours ici, puis ils s'amusent encore comme des petits poux. On reste accro au surf. Hein? Je pense que quand on commence ça, les gens qui commencent ça en restent accrochés. Je pense que c'est une émotion qu'on va chercher là-dedans. C'est vraiment... la vague, elle est très impressionnante. Elle est forte et puis ça te permet de faire plein de figures dessus. Donc, il n'y a pas de fin. On n'en a jamais assez. Puis, j'ai remarqué que pour les débutants, est-ce que ça se peut que vous utilisiez une corde pour les débuts? C'est plus sécuritaire comme ça? Effectivement. En fait, quand on débute chez Maeva Surf, il y a toujours une introduction. On va vous expliquer comment le sport se pratique. Et vous avez un coach privé avec vous là, tout le long. Il s'en va pas. Là, il est avec vous. Il va vous suivre aussi selon là, vos attentes et selon aussi à quelle vitesse vous voulez vous améliorer ou jusqu'où vous voulez aller. Et en fin de semaine, pour la réouverture, vous êtes associé à la Grande Guignolée? En fait, oui. Ça fait quelques années qu'on cherchait une cause à aider. Et cette année, on s'est dit, tiens, pourquoi pas la Grande Guignolée pour la région de Laval. Donc, tous les fonds qu'on va amasser en ce week-end vont être remis à eux. Donc, tous les gens qui viennent en fin de semaine, c'est gratuit. On fait que demander des dons. Et puis, ça va aider la cause. Donc, pour tous ceux qui veulent venir essayer, mais ceux aussi qui ont déjà essayé et qui voudraient venir voir qu'est-ce qu'il y a comme amélioration, ben, on les invite tout le monde. Ah oui, ah oui. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous.
C'était Caroline Lessard, chez Maeva Surf pour TVRL. Capsule santé aujourd'hui et c'est avec Joliane Béguin, pharmacienne, qui donc va nous parler de symptômes du sommeil, comment peut-être en ce début d'année, changement de saison très bientôt aussi, vraiment améliorer notre état pour mieux dormir finalement. Joliane Béguin, merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, justement, je faisais référence, changement de saison, rentrée scolaire, Oui. Nouvelle source de stress dans notre vie. Donc, toutes des choses qui peuvent malheureusement un peu amenuiser finalement notre période de sommeil, notre état. Exactement. Le sommeil, il ne faut pas oublier qu'on passe presque le tiers de notre vie à dormir. Donc, le sommeil, c'est très important pour tout le monde, pour les enfants comme pour les adultes. Et il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de sommeil. Donc, on parle d'environ une personne sur 3 là, qui peut avoir parfois des difficultés à s'endormir. Et même certaines personnes, ça peut aller jusqu'à un problème qui est chronique. Donc, très important. Puis, en effet, changement de saison, c'est un des facteurs, là. Et quand on parle de certaines personnes, est-ce qu'on peut parler de type de personnes, c'est-à-dire si les hommes, des femmes, des enfants, est-ce qu'il y a les plus sujets, par exemple les femmes enceintes, d'avoir des problèmes? Ou? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le sommeil, il n'est pas nécessaire pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que les enfants vont avoir besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil. Les adolescents, ça diminue un petit peu. Puis les adultes, là, ça va varier entre, dépendamment des gens, là, 6 et 8 heures de sommeil habituellement en moyenne. Donc, ça va dépendre. C'est sûr que selon un état de santé ou des pathologies, la nécessité de dormir peut varier aussi. OK. Et est-ce que c'est vrai? Parce que, tu sais, on fait souvent référence à des bourreaux de travail. On a souvent entendu Grégory Charles, tu sais, qui dort à peu près pas, qui dort à peu près 3-4 heures par nuit et qu'il est capable d'être fonctionnel et vraiment d'être, tu sais, vraiment un grand génie dans à peu près tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est vrai que certaines personnes ont des prédispositions de récupération presque génétiques ou vraiment hors du commun? Bien, c'est sûr qu'il y a des personnes, comme je disais, qui ont besoin de moins de sommeil. Ils vont bien fonctionner avec un 6 heures de sommeil. Mais en général, la moyenne reste de 6 à 8 heures. C'est ça. Et là, ce qui amène finalement par la suite à avoir des problèmes d'insomnie. Oui. Puis, certaines personnes vont justement avoir des problèmes d'insomnie. L'insomnie est variable, évidemment, dans son type d'abord. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes qu'on appelle une insomnie initiale, donc qui ont des problèmes à s'endormir. Donc, on va parler de plus de 30 minutes d'avoir de la difficulté à s'endormir. Il y a des gens aussi qui vont avoir ce qu'on appelle des réveils fréquents. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir facilement, mais ils vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc, ça, c'est un autre type d'insomnie. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas pareil chez tout le monde. Puis ça peut varier aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une insomnie qui va être temporaire, donc ils vont pendant quelques jours seulement, on a un stress, donc on va se réveiller plus souvent, on a de la difficulté. Mais ça peut aller jusqu'à l'insomnie chronique, donc il va durer plus de 3 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on a des problèmes. Donc, on peut s'attendre à ce que ça affecte beaucoup, beaucoup les gens dans le quotidien. OK. Et, tu sais, quand on parle d'être somnambule, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça... Tu sais, on parle souvent dans notre sommeil, on peut se lever, on peut se déplacer. Il y a certaines personnes qui sont somnambules, mais c'est pas directement nécessairement de l'insomnie, parce que techniquement, ces gens-là pensent qu'ils dorment, mais ça ne fait pas vraiment partie là, de l'insomnie, là, mais oui, c'est assez spécial. Et je ne sais pas, parce que moi, je me suis fait dire ça là, justement dans mon sommeil, là, que j'ai des fois tendance à faire des spasmes. Est-ce que ça a un lien avec ça? On dirait que la personne à côté de moi a l'impression que je fais une crise de bacon. Non, mais tu sais, il faut le dire de même. Là, je ne sais pas s'il y a sûrement des gens à la maison qui l'état de ronflement aussi. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont un sommeil qui va être un petit peu plus perturbé, mais il y a différentes phases au niveau du sommeil. Donc, on a l'endormissement. Il y a les cycles. Exactement, le moment où on s'endort. Il y a le sommeil léger, donc qui occupe en fait la majeure partie de la nuit, où on peut se réveiller facilement, mais on dort. Il y a le sommeil profond et il y a aussi ce que tu me parles, qui est probablement le sommeil paradoxal qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est le moment où on rêve. Donc, oui, c'est intéressant parce que le corps peut bouger parfois, mais en général, le corps va être immobile, mais la personne va rêver, les yeux vont bouger, des choses comme ça. Donc, Et quand on parle de traiter ça, l'insomnie, de pouvoir, parce que bon, c'est la clé un peu de pouvoir par la suite être fonctionnel dans toutes nos sphères de vie, finalement, dans nos tranches de vie, et comment on peut y remédier, justement, pour... Donc, d'abord, moi, ce que je trouve le plus important, c'est vraiment au niveau de la prévention, parce que ça peut... c'est quelque chose qui est bien, ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil, et c'est quelque chose qui est bien appliqué pour tout le monde, donc autant les enfants que les adultes. Donc, l'hygiène du sommeil, c'est
dans le fond, une façon de se préparer au sommeil. C'est comme lire, par exemple? Ou... Par exemple, exactement. Donc, c'est comme une routine. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, justement, avoir des activités calmes avant le sommeil. Donc, on va éviter... l'exercice physique intense parce que ça peut vous réveiller. Éviter aussi les écrans par exemple, de téléphones intelligents, entre autres, qui peuvent vous empêcher de dormir. Ouais. On va aussi éviter de prendre des boissons stimulantes ou des aliments qui peuvent vous stimuler au moins 5 heures avant l'heure de dormir. Donc, c'est quand même un bon moment. Puis, on va essayer de réserver aussi la chambre à coucher pour le sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire beaucoup d'activités dans la chambre, travailler, par exemple, avoir un bureau dans la chambre. C'est vraiment pas une bonne idée. Et il nous reste peu de temps, mais en peu de temps, est-ce que c'est vrai que les ondes, par exemple, d'un téléphone cellulaire, je fais souvent dire ça, de ne pas mettre le téléphone cellulaire dans la chambre à coucher parce que les ondes peuvent nous empêcher d'avoir un sommeil, justement, qui est profond. C'est vrai que c'est des recommandations qu'on entend de plus en plus. Au niveau des études, c'est un petit peu plus difficile à prouver, mais ça semble être le cas, justement, que certaines personnes pourraient être sensibles au niveau des ondes. Okay. Bien, merci beaucoup. Allez me coucher. Je pense que ça va être ma prochaine étape. Merci beaucoup, donc, Joliane Béguin, pharmacienne qui vient nous parler du sommeil. Merci encore. Ça fait plaisir. Des Syriens francisés dans leur milieu de travail, 6 réfugiés syriens qui ont reçu leur cadeau de Noël avant tout le monde le 1er décembre. Ces employés de l'entreprise Industrie de Palettes Standard qui ont obtenu une attestation de formation en francisation dans leur milieu de travail. Ils ont terminé le premier niveau en français en participant au programme Qualification. C'est un service aux entreprises de la commission scolaire Syl-Wilfrid Laurier et son partenaire Emploi Québec Laval. Raed Béchara, propriétaire de l'entreprise IPS, et son vice-président Jean Calas croient fermement que l'adaptation des nouveaux arrivants passe par l'emploi, mais aussi la francisation. J'ai à cœur d'embaucher des personnes issues de l'immigration, dont plusieurs réfugiés syriens, afin de leur offrir l'occasion d'intégrer rapidement le marché du travail, souligne M. Béchara. Et Jean Calas, d'origine libanaise, affirme que l'apprentissage du français est sans aucun doute un atout important pour une intégration réussie autant sur le plan social, mais professionnel. L'enseignante Faïta Ouzid, originaire de l'Algérie, s'est déplacée sur les lieux de travail de ces réfugiés syriens. 2 des heureux élus, Elias, 25 ans, et Georges, 29 ans, se sont confiés au Courrier Laval. Ils ont notamment trouvé difficile d'arriver dans un pays dont ils ne parlaient aucun mot de français. Toutefois, ils n'ont pas eu trop de difficultés à apprendre la langue de Molière. Ils ont également adoré la grande générosité et l'accueil chaleureux des Québécois. Et motivés à apprendre encore plus le français, les 2 hommes s'inscriront au 2e cours en francisation. Ils parlent déjà l'arabe et l'anglais. Le député de Laval-des-Rapides qui souligne un soutien financier de 15 000 $ pour les ateliers adaptés Stimul'art. Le député de Laval-des-Rapides, donc, s'est déplacé dernièrement aux ateliers adaptés Stimul'art afin de remettre à l'organisme un soutien financier de 15 000 $ au nom du ministre de la Santé, mais des services sociaux, Dr. Gaétan Barrette. Cette aide financière vient soutenir le projet de mise en place de la salle Snozelen, une salle de stimulation sensorielle pour des personnes vivant avec des capacités de mouvement et de communication très limitées. Les ateliers adaptés Stimul'art, donc, qui est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser l'inclusion, de développer l'autodétermination, d'augmenter le pouvoir d'agir des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de modérée à sévère, avec ou sans handicap de 17 ans et plus, du territoire lavallois au moyen de différents programmes de stimulation et d'activités artistiques. Les programmes sont subventionnés par Centraide et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Déménagement du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval. Précision, c'est que le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, qui déménagera officiellement le 9 janvier 2017 dans un nouvel édifice dans le quartier Laval-des-Rapides, afin de répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle. Donc, un très beau problème. Et leur nouvelle adresse, le 705 chemin du Trait-Carré. Leurs coordonnées téléphoniques restent inchangées toutefois. Et le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, qui est un lieu unique d'apprentissage axé sur l'emploi et regroupant les secteurs jeunes et adultes. Issu de la commission scolaire de Laval, cet établissement novateur est orienté vers le développement des compétences par l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par le ministère de l'Éducation
l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il s'adresse aux élèves de 15 à 24 ans qui présentent des besoins particuliers ne leur permettant pas de poursuivre leurs études dans le programme de formation de l'École québécoise. Et en partenariat avec les entreprises lavalloises, le Centre propose différents programmes qui encouragent la persévérance scolaire et assurent le développement d'une élève compétente, qui contribue à l'essor de notre communauté. Un commerce de Laval dans une publicité de François Bellefeuille. C'est monnaie courante depuis quelques années. Les humoristes ils vont évidemment de différentes campagnes pour mousser la vente de billets de leur spectacle durant la période des fêtes. Et pour sa campagne de Noël, l'humoriste François Bellefeuille offre en cadeau 20 secondes de sa publicité des fêtes à 11 commerçants locaux de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de Québec et de Montréal, dont la ferme de production Ovine Agneau de Laval. Ma tournée se termine dans 3 mois. Si tu n'as pas encore vu mon show, c'est la dernière chance. Mon message est tellement simple que 30 secondes, c'était trop pour moi. Alors, les secondes restantes, je les ai données à des petites entreprises, écrit l'humoriste sur sa page Facebook. Et au total, 11 commerçants ont été sélectionnés par François Bellefeuille. Dans autant de capsules, les propriétaires des entreprises sélectionnées donnent d'ailleurs la réplique à l'humoriste. Et notamment un cordonnier de la Prairie, un casse-croûte de Québec, un éleveur d'agneaux, dont je faisais référence plutôt de Laval, un barbier de Montréal, un gym de Brossard, un restaurant de Montréal, un commerçant spécialisé en fondu de Saint-Eustache, un magasin de jouets de Montréal, un garage de Chambly, un vendeur de sapins de Noël de Montréal et 2 jeunes étudiants de Longueuil qui font du porte-à-porte, qui sont les vedettes des publicités diffusées sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi que sur le site web de l'humoriste. Le 1er novembre dernier, François Bellefeuille avait publié d'ailleurs un avis à ses fans. Il avait dévoilé « J'ai besoin de votre aide pour ma prochaine pub. Je suis à la recherche de propriétaires de petits commerces au Québec qui sont fans de mon humour », avait-il écrit. 3 jours plus tard, il publiait une vidéo précisant qu'il avait reçu plus de 2500 messages. À lire avec les enfants au coin du feu. Déjà décembre, et c'est donc le temps de sortir les contes de Noël. Histoire de varier les plaisirs, voici quelques nouveautés sur les rayons des libraires. Il s'appelle Nicolas Noël. Ça vous dit quelque chose, ce livre qui est plein de choses impossibles, avertit-on sur la 4e de couverture. C'est aussi l'histoire du destin extraordinaire d'un jeune garçon, un conte que The Guardian a placé sur sa liste des classiques de Noël, et avec raison. Un garçon nommé Noël, du nom de Matt Egg, illustration de Chris Mould, dans cette aventure rédigée par l'auteur de la célèbre série Not Dog. Babette part à la recherche d'un voleur de biscuits de Noël et pour l'appâter, elle remplit une assiette de biscuits au gingembre. Voilà donc un roman parfait pour les lecteurs débutants. Babette et les biscuits de Noël, Sylvie et Desrosiers, illustration de Rémi Simard, c'est l'édition Bayard. Il n'y a que le Père Noël qui apporte de la magie dans ce récit féerique. Le jeune Charles part à la recherche de l'arbre des souhaits. En cours de route, il vit des expériences merveilleuses et découvre que parfois les souhaits se réalisent inopinément. L'arbre des souhaits également de Kyo MacLear, l'illustration de Chris Turnham chez Scholastic, dis-je bien. C'est l'histoire de Azuro, le petit dragon bleu qui pourrait peut-être remplacer les reines du Père Noël. C'est la question qu'on se pose. Il s'agit des 4e aventures de ce dragonneau cracheur d'eau, pas ordinaire. Azuro et le défi du Père Noël. Donc, véritablement un livre à voir pour toute la famille. Et le défi du Père Noël également, c'est possible avec les illustrations de J. Fleury. C'est des animaux qui se préparent pour Noël. Les huards enfilent leurs patins, les ours polaires, leurs pantoufles et les chiens de traîneau courent dans tous les sens. Et les castors, détail important à savoir, ce conte ne se raconte pas. Il se chante plutôt sur l'air de « Fa la 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 ». Alors, évidemment, une chanson de Noël très connue et toujours en vous parlant de Fa la 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 la, une chanson de Noël de Hélène Becker, illustration de Werner Zimmermann chez Scholastic. Autre volume, il ne s'agit pas d'un conte sous sa forme classique, mais bien d'un cahier d'activités à réaliser en attendant le 24 décembre, comme des cartes de souhaits, des dessins, des jeux, des recettes ou des décorations. Ben entreprend Noël, c'en est le titre. Julia Gagnon aux illustrations de Daniel Tremblay, édition donc ND, si vous êtes évidemment friand de ce genre de lecture pour toute la famille. Vous cherchez quoi faire en famille durant la période des fêtes et la période nous menant justement à celle-ci? Eh bien, on vous dresse une invitation, activité des fêtes au musée Armand Frappier par Caroline Lessard.
Si vous cherchez des activités à faire avec les enfants dans le temps des fêtes, le musée Armand Frappier vous propose une belle programmation. Et j'ai avec moi Madame Martine Isabelle pour nous en parler. Bonjour, Madame Isabelle. Bonjour. Alors ici, vous êtes directrice du contenu scientifique. Scientifique, c'est bien ça? Exactement. Et qu'est-ce que vous avez comme programmation dans le temps des fêtes cette année? Une belle programmation cette année. On est bien fiers. En fait, on a une nouvelle exposition depuis le mois de juin, une exposition qui s'intitule « Le cerveau, c'est génial ». Alors, on invite les gens à venir la visiter. Donc, on visite l'exposition de manière autonome. Puis, à heure fixe, on va avoir différents ateliers sous le grand thème « Souvenirs des fêtes ». Donc, quand il est question de cerveau, bien sûr, on imagine qu'on parle de la mémoire, des souvenirs. Donc, le temps des fêtes, c'est une période propice pour créer des nouveaux souvenirs puis pour se remémorer d'anciens souvenirs. Donc, on participe à 2 ateliers. Un super intéressant où on va sentir différentes odeurs qui ont des liens avec le temps des fêtes. Puis, on va expliquer, nos animateurs scientifiques vont expliquer quelles sont les parties du cerveau qui sont sollicitées quand on sent comme ça puis quand on se rappelle. Donc, on va parler de la mémoire et on va expliquer pourquoi le sens de l'odorat est le plus associé au souvenir. Hein? On s'est tous déjà dit « cette odeur-là me rappelle quelque chose ». Donc, on va expliquer pourquoi il y a des raisons anatomiques dans le cerveau qui expliquent pourquoi. Donc, ça, c'est le premier atelier. Puis le deuxième, c'est un atelier au laboratoire. Il s'appelle « Test ton stress ». Donc, on va vraiment... Le temps des fêtes, hein, c'est une période super agréable, mais un peu stressante. En fait, pas mal parfois. Donc, on va parler de ça, du stress. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et on va expliquer dans le corps vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, il y aura dans cet atelier au laboratoire-là une partie où on va observer l'effet de l'hormone du stress, l'adrénaline, sur des petites mini-crevettes qu'on appelle des daphnies. Donc, on va observer avec des binoculaires. Ça ressemble à un microscope. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va tester le stress chez l'humain. Donc, on va installer des capteurs pour mesurer les battements cardiaques de cobayes humains qui sont volontaires, bien sûr. Puis, on va essayer de les stresser un petit peu. Gentiment, quand même. Gentiment, oui. Et ça s'adresse à quel groupe d'âge, les activités? En fait, pas mal à toute la famille. Dès l'âge de 5 ans, vraiment, les enfants vont comprendre les notions puis vont bien s'amuser. Mais je dirais que à partir de 8 ans, là, ils vont en profiter vraiment pleinement. Mais tout le monde est le bienvenu. L'exposition en tant que telle, il y a des contenus qui s'adressent vraiment aux tout petits comme aux plus âgés d'entre nous. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. En fait, c'est un organe, le cerveau, que, bon, tout le monde l'a et il est si important, mais en même temps, oui, il est très complexe, puis on le connaît pas très bien. Donc, et même les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre sur cet organe-là. Donc, dans l'exposition, on va transmettre les connaissances actuelles, puis on va aussi parler des défis à relever pour mieux le comprendre, parce qu'il est vraiment précieux. Hein? C'est lui qui nous garde en vie, c'est lui qui coordonne tout le reste de nos organes pour rester en santé, rester en vie. Donc, on parle dans l'exposition du fonctionnement du cerveau, à quel point il est merveilleux, il est bien fait, complexe, mystérieux, mais on parle aussi de certains dysfonctionnements. Donc, comme tout le reste du corps, des fois, ça va un petit peu moins bien. Donc, on en parle un petit peu dans l'expo. Mais je pense qu'il faut l'entretenir, les neurones. Absolument, c'est tout à fait vrai. Puis c'est un des messages importants dans l'exposition, c'est de prendre soin de son cerveau, prendre soin de soi. Donc, on le dira jamais assez, mais le sport, entre autres, donc l'activité physique est super important. Également, la nutrition. Et aussi d'avoir du plaisir. Donc, les relations sociales, de prendre soin des autres, d'aider, ça a un impact sur le cerveau. Donc, on donne plein de petits trucs, de petits tuyaux pour la prochaine année, là, des résolutions pour prendre soin de son cerveau. Exactement. Et ça m'amène un peu vers les prochaines activités que vous avez à partir de janvier. Vous avez également des activités le samedi et le dimanche, toujours pour les enfants. Oui, absolument. Donc, le samedi, c'est les samedis au labo, des ateliers parents-enfants, donc pour les petits de 5 à 8 ans, accompagnés d'un papa, d'une maman, d'une grand-mère, d'un grand-père, peu importe. Et donc, ce sont, à partir de janvier, des ateliers sous le thème des sciences de l'alimentation. Donc, on va parler des protéines, des glucides, qu'est-ce que c'est. On va les mesurer dans certains aliments. Ils vont se régaler, ça, c'est certain. Ils vont apprendre plein de choses. Donc, les neurones vont être bien activés, mais les papilles gustatives aussi. Mais c'est les réactions chimiques aussi qu'il peut y avoir à découvrir.
Dans labo, qui dit labo, j'imagine, c'est des petites expériences que les enfants font. Absolument. Donc, les samedis au labo, très, très interactifs. Donc, comme ce sont de petits-enfants, on y va avec le jeu et la manipulation. Donc, 3 sous-ateliers. Donc, on change de lieu, on les fait manipuler. Et bien sûr, il y a une des 3 activités qui est au laboratoire avec on enfile le sarrau, on enfile les lunettes, puis on se transforme en scientifique. Très bien. Et ça, s'il y en a le samedi et le dimanche, on disait? Oui, donc les samedis au labo, donc ce sont le samedi, et les dimanches en sarrau, ça c'est pour les jeunes de 9 à 12 ans. Ce sont ce sont des cours, finalement, sur 9 semaines. Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à venir nous voir. C'est des ateliers d'1h30 pendant donc 9 semaines. Ils doivent résoudre une énigme scientifique. Donc au jour 1, il y a un problème qui leur est présenté, une situation, et au fil des séances, ils enfilent le sarrau, ils réalisent des expériences de labo, puis ils accumulent des indices, des résultats, et à la fin, ils sont en mesure de trouver la solution, si on veut. Et à travers toutes ces semaines-là, ils découvrent plusieurs carrières scientifiques. Donc, durant une semaine, ils font des expériences de chimie, ensuite de microbiologie, de biochimistes, de généticiens. Donc, c'est en même temps, ils apprennent plein de choses sur les sciences, mais en même temps, ça ouvre leurs horizons par rapport aux carrières. Exactement, explorer qu'est-ce qui peut se faire dans une vie d'adulte. Absolument. Et pour les personnes qui veulent s'inscrire, de quelle façon est-ce que ça fonctionne? Bien, on peut consulter notre site Internet. Selon les activités, les procédures sont un peu différentes. Donc, on vous invite à le faire. C'est www.musée-afrappier.qc.ca. Et on peut toujours nous appeler. On aime bien parler à nos visiteurs potentiels. Donc, au 450-686-5641, poste 4676. Parfait. Et pour les gens qui voudraient venir pendant le temps des fêtes, est-ce qu'ils peuvent se présenter ici ou c'est préférable de réserver? Non, pour le temps des fêtes, il y aura des gens pour les accueillir. C'est pas nécessaire de réserver, sauf si on pense venir toute la famille, plus de 10 personnes. Là, c'est peut-être préférable de nous passer un coup de fil. Mais sinon, ils peuvent venir. On est ouvert une dizaine de jours durant le temps des fêtes. Donc, il y a beaucoup de plages horaires. On est ouvert. On pourra mettre les dates au bas de l'écran, mais donc après Noël et toute la première semaine de janvier. Et ce sont de 11h30 à 17h. Merci beaucoup, Madame Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonjour, ici David Daigle. Je suis aujourd'hui à la boîte à BD à Laval, dans le quartier Fabreville. Je suis en présence de Jean Marquis, propriétaire de la boîte à BD. Bonjour, Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Parle-moi un petit peu d'où est venue l'idée d'ouvrir une boîte à BD. Bien, en fait, la librairie l'idée de la librairie est arrivée car j'étais dans une autre vie, dans une autre carrière et j'aidais un copain à partir de son club vidéo. Je faisais le côté informatique. Puis en travaillant, en prenant une pause, sur une boîte de pizza, il a fait un petit dessin puis au bout du comptoir, il savait que j'aimais la BD, les comic books. Il dit on pourrait faire un rack au bout puis tu pourrais vendre des bandes dessinées puis tout ça. Fait qu'on j'ai commencé comme ça. On a fait 2 ans dans le club vidéo. Puis après ça, ben on a étendu ça en ouvrant la librairie. D'où est venue ta passion pour la bande dessinée? Quand j'étais jeune, mon cousin qui était rendu entre guillemets trop vieux pour lire de la BD, m'a légué justement toutes ces bandes dessinées héritages qu'il y avait. Et le 3/4 qu'il y avait, c'était des Captain America de Jack Kirby. Fait que là, l'amour de ce personnage-là est arrivé. Là. La boîte à BD dans les lieux existants, ça existe depuis quand? On a ouvert en 1994.
Fait que vraiment la librairie. J'ai fait 2 ans avant dans le club vidéo. Après ça, on a ouvert à Fabreville, à Sainte-Rose, pardon, dans Laval, en 1994, en offrant du comic book américain et des jeux de rôle, Donjons et Dragons, puis tout ça. C'était une autre époque où le marché était complètement différent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retrouver à la boîte à BD? Au fil des années, on a eu beaucoup d'évolutions. Alors là, le côté américain se poursuit avec les périodiques, mais il y a aussi des recueils avec les histoires complètes et tout ça. On offre aussi la BD européenne avec les gros titres, les titres moins connus. Le volet, évidemment, québécois. On a aussi les gros titres, mais on achète aussi des parutions directement de certains auteurs qui ne sont pas distribués. Fait que ça, on se fait un point d'honneur, parce que c'est de ce côté-là qu'on a commencé la BD québécoise, c'est en aidant un auteur à montrer son œuvre, puis à les vendre, puis à les présenter aux gens. Puis on a aussi manga en français, en anglais, les traductions américaines, on a tout ça. Permettez même aux auteurs de faire des dédicaces ici sur place? Bien, comme beaucoup de librairies, mais c'est toujours un plaisir là, de présenter des auteurs puis d'avoir un côté plus rapproché avec la personne qui a fait l'œuvre. Fait que là, les gens peuvent poser des questions, le voir dessiner, puis tout ça. Quelle est votre bande dessinée préférée actuellement en magasin? Bien, c'est une bande dessinée que j'aime depuis très longtemps. C'est d'un auteur montréalais qui s'appelle Bernie Miro. Sa bande dessinée s'appelle To Get Her. C'est un truc semi-autobiographique où il raconte son histoire d'auteur de BD qui ne gagne pas sa vie facilement avec ça et de sa conjointe qui ne comprend pas, qui ne trouve pas un vrai travail pour gagner sa vie. C'est un truc qui devrait être... C'est un chef-d'œuvre. C'est un truc qui devrait être plus connu. Malheureusement, on est juste quelques librairies à le tenir. Le client qui vient ici pour la première fois, il peut s'attendre à quoi comme expérience? Bien, en partant, tu vas avoir un gros bonjour. On va te laisser un petit peu d'espace, te montrer les différentes sections pour que tu puisses te déplacer, te naviguer dans la librairie. Puis rendu là, si tu as des questions, bien là, je demande tes goûts, tout ça, puis on va t'orienter vers les types de BD ou de parutions qui t'intéressent. Quelles sont les grandes tendances au niveau de la bande dessinée actuellement, en raison aussi de la popularité de certains films américains qui mettent en valeur des super-héros? Bien, le côté américain, c'est ça. Tout est orienté depuis très longtemps sur les films. Fait que même ça reflète dans les parutions, puis ils vont modifier les histoires. Des fois, un personnage est absent, mais là, on fait un film. Fait que lui, on le ramène parce que les gens doivent voir le personnage qu'ils ont vu au cinéma. Ils s'attendent à le voir en librairie. Mais puis le côté européen, depuis assez longtemps aussi, bien, on voit la continuation des œuvres classiques dessinées de la même façon, mais par de nouveaux illustrateurs. Autant Achille Talon que Lucky Luke se poursuivent avec les mêmes dessins parce que les gens s'attendent à ça. Fait qu'on a des nouvelles aventures comme ça. Quelle est la clientèle cible? Écoute, moi, je veux accueillir tout le monde qui a une passion de la bande dessinée ou un intérêt pour la BD. Il n'y a pas d'âge. J'ai des gens à la retraite, j'ai des enfants, j'ai des femmes, des hommes. On est ouvert pour tout le monde. À l'approche des fêtes de Noël, est-ce que vous avez des suggestions cadeaux à recommander? Écoute, justement, j'en parlais, il y a un nouvel album de Lucky Luke qui est rentré, mais pour les plus jeunes, mais même pour les plus jeunes et l'adulte qui est là, qui m'écoute, ils ont édité, c'est un album hommage par Mathieu Bonhomme. C'est une aventure complète de Lucky Luke, mais on voit, c'est l'homme qui tue à Lucky Luke. Il a plus l'air de Clint Eastwood avec son poncho puis la pluie. C'est vraiment un album formidable à découvrir et à lire. Quels sont vos projets pour la prochaine année, en 2017? Là, on a fait beaucoup de changements à l'intérieur de la librairie pour faire plus de place pour la BD européenne, parce qu'au fil des années, la librairie s'est beaucoup adaptée aux changements de l'actualité ou de ce qui était offert côté numérique ou côté intérêt des gens. On poursuit aussi notre festival le samedi de la BD gratuite, qui a lieu le premier samedi du mois de mai à chaque année. On produit une bande dessinée avec des extraits d'albums ou des courts récits originaux pour faire découvrir aux gens des trucs qu'ils n'auraient peut-être pas regardés, parce qu'il y a beaucoup
de trucs sur les tablettes, puis on ne peut pas tout voir. Fait qu'on remet gratuitement cette bande dessinée-là le premier samedi du mois de mai pour permettre aux gens de se faire, de découvrir des choses. Ça accompagne aussi, c'est la même journée que le Free Comic Book Day américain. C'est un complément où il y a certaines librairies classiques qui sont des gens francophones qui l'offrent aussi. Comment vous expliquez votre succès depuis 1994? Bien, c'est ça, on s'est adapté au truc. Au début, on avait juste le comic américain, le gaming. Ça marchait vraiment bien. Puis là, la mode du gaming s'est amenuisée. Les gens jouaient plus aux jeux vidéo. On se rappelle, dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait rien de... Bien oui, mais pas les mêmes qu'aujourd'hui. Fait que on avait ajouté pour suivre la clientèle un café Internet, où les gens pouvaient venir acheter leur bande dessinée, relaxer, regarder leur email, et manger un morceau avant de retourner chez eux. Mais là, vous avez tout Internet dans nos poches maintenant. Fait que on passe à autre chose. Fait qu'on a continué d'évoluer, d'amener des nouvelles publications, justement, avec les auteurs d'ici, puis tout ça. Est-ce que les super productions de films comme La Guerre des Étoiles ou Valiant en 2017, le prochain film de Luc Besson, va vous amener une nouvelle clientèle qui est intéressée par la bande dessinée puis l'univers plus créatif? La clientèle est déjà là. J'avais vu à l'époque des films Blade, des premiers films de Spider-Man, des gens qui découvraient qu'il y avait ce genre de commerce-là, les BD continuaient d'être là, d'être disponibles. Fait qu'on avait été chercher un lectorat de ce côté-là. Mais là, les gens sont déjà installés, ils savent déjà. Ça peut allumer quelques personnes, mais en général, c'est les fans les fans sont au courant plus que nous, souvent. Là. En terminant, quels sont les top 3 des albums les plus vendus en magasin actuellement? Ici, L'homme qui tuait Lucky Luke est là-dedans. On a évidemment, côté américain, le recueil, le tome 1 de Vision, qui est excellent. Pour plus d'informations, les gens peuvent venir vous voir en magasin. Ils peuvent demander de vos conseils. Vous allez avoir aussi l'occasion de leur suggérer si c'est leur première visite. Oui, bien sûr. Fait qu'on est sur Facebook, Twitter, sur notre site laboîteabd.com. Vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone. Toutes les indications sont sur le site. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Merci. Merci. Qui aurait dit que ce petit défenseur jouerait plus de 700 matchs dans la Ligue nationale de hockey? L'ancien défenseur du Titan de Laval et des Prédateurs de Granby, Francis Bouillon, qui est l'un des 5 nouveaux membres qui feront leur entrée au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 5 avril prochain. De 92 à 95, Francis a endossé les couleurs du défunt Titan. Il a compté 11 buts, amassé 47 passes en 186 matchs avec la formation lavalloise. Le petit défenseur a eu la chance d'évoluer sous les ordres de Bob Hartley et Michel Therrien, actuel entraîneur des Canadiens de Montréal. D'ailleurs, Hartley avait remarqué sa fougue et son jeu défensif solide malgré sa petite taille à son premier camp d'entraînement en 1992. Dès sa première campagne avec le Titan, Bouillon apprend à gagner puisque son capitaine Martin Lapointe soulève la Coupe du Président, remis à la formation championne du circuit Courteau. Après 3 années à Laval, il sera échangé avec plusieurs de ses coéquipiers aux Prédateurs de Granby. Gaston Therrien, Brad Richards et Luc Lachapelle, bâtisseurs à titre posthume, sont les autres intronisés. Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, qui a dévoilé d'ailleurs les noms le 30 novembre dernier. Toujours en vous parlant de hockey, c'est 5 tournois de hockey qui vont meubler le temps et surtout les déplacements des parents dans le temps des fêtes. Comme le veut la coutume, les passionnés de hockey pourront profiter de nombreux tournois qui se déroulent sur le territoire lavallois en décembre. Le tournoi de hockey Pee-Wee Yvon Chartrand, le plus ancien à Laval, célébrera ses 45 ans du 10 au 30 décembre. Les finales sont prévues d'ailleurs le 30 décembre. Une formation méritera notamment le trophée Yvon Chartrand, remis à l'équipe la plus disciplinée au terme du tournoi. La 30e édition du tournoi de hockey novice Jack Rotella se tiendra aux arénas Heartland, Monahan, Guimont et Samson, soit à Martin-Saint-Louis maintenant, du 10 au 30 décembre.
Plusieurs parties seront disputées au complexe sportif Guimont, dû au retard de la réouverture de l'Aréna Samson, prévue le 17 décembre. D'ailleurs, la joute d'ouverture aura lieu à Guimont, tandis que les finales et les parties des étoiles se tiendront à Heartland Monaghan. La 26e édition du tournoi provincial Bantam de Laval qui aura lieu à l'Aréna Mike Bossy du 10 au 30 décembre. Le 16e tournoi de hockey provincial Midget Express de Laval se tiendra également durant la même période à l'Aréna Cartier, tandis que les joueurs des catégories Atomes et Juniors sauteront sur la patinoire de l'Aréna à Saint-François dans le cadre du 29e tournoi provincial Atomes Junior. Le 37e tournoi provincial Bantam Midget de Laval-Nord reviendra à l'Aréna Richard Trottier du 6 au 19 février 2017. Et enfin, la 3e édition de la classique hivernale Chevrolet GM 440 aura lieu au Centre de la Nature le samedi 21 janvier. Secteur de boxe maintenant. Lucian Boutet qui pourra remonter dans l'arène. Année difficile pour l'année 2016 pour Lucian Boutet qui a reçu son cadeau de Noël un mois avant le temps. La commission athlétique du district de Columbia a conclu un règlement avec le pugiliste lavallois accusé de dopage. Boutet pourra à nouveau remonter dans l'arène et poursuivre sa carrière. Il n'a pas été complètement blanchi, il devra verser 50 000 $ dans les prochains mois au programme antidopage du World Boxing Council, soit la WBC. Il écope aussi d'une suspension de 6 mois rétroactive au 6 mai. Celle-ci a donc déjà été purgée. La commission a retenu sa version des faits pour expliquer son test antidopage positif du 30 avril dernier. Les responsables qui ont accepté ces explications voulant que son préparateur physique, Angel Heredia, lui ait fourni un supplément contaminé à l'ostarine. On se souvient qu'à la suite du combat de championnat du monde WBC des super moyens l'opposant au champion Badou Jack, on avait trouvé des traces d'ostarine dans les échantillons d'urine de Boutet. Je suis extrêmement heureux et soulagé que tout soit maintenant terminé. C'est ce qu'a déclaré Boutet par voie de communiqué. Malgré cette période difficile, Lucian a poursuivi ses entraînements et est plus déterminé que jamais à reprendre le chemin vers la reconquête du titre de championnat du monde. Boutet est présentement en vacances, d'ailleurs en famille au moment de vous présenter ses faits dans le Sud. Il sera disponible évidemment par la suite pour rencontrer et réagir à cette nouvelle. Rencontrer la presse, bien sûr. Baseball, Charles Leblanc qui fait partie des légendes de Georges Vanier. C'est un joueur évidemment très prometteur. On vous en a beaucoup parlé au cours de l'année 2016 qui a été très, très faste en termes de réalisation pour lui. Et il a d'ailleurs aussi, de ce fait, annoncé une contribution financière. Charles Leblanc, donc, on vous reprécise de l'organisation des Rangers du Texas, du baseball majeur, a été intronisé au Temple de la renommée de l'école secondaire Georges Vanier le 24 novembre. Et pour la directrice adjointe Amélie Gagnon, il était important d'honorer l'athlète de Sainte-Dorothée, format géant qui a connu beaucoup de succès au cours des dernières années. Charles est passé par le même cheminement que vous. Le fait qu'il ait réussi dans son sport, c'est inspirant, mentionne-t-elle, en s'adressant aux élèves réunis à la salle Félix Leclerc. Avant même son entrée d'ailleurs à Georges Vanier, lors des années de 2008 à 2012, Charles a connu du succès en remportant la médaille de bronze aux championnats provinciaux Moustique 2A en 2007. Au fil des ans, il a mis la main sur l'or, l'argent et le bronze du mérite sportif lavallois. En 2011, il a aidé le Québec à rafler la médaille d'or au championnat canadien dans la catégorie Bantam. Et l'année suivante, il décroche le bronze avec la formation des ailes du Québec au championnat national. En 2013, il a été repêché par les Brewers de Milwaukee. En 2014, il a accroché la médaille d'or à son cou avec la formation des moins de 18 ans à la Classique nationale et l'or avec équipe Canada Junior au championnat des Amériques au Mexique quand même. C'est tout un exploit. Et cette année, il s'est illustré à l'Université de Pittsburgh en remportant le titre de meilleur frappeur. Il a fait écarquiller les yeux des recruteurs et est repêché d'ailleurs à nouveau par les Rangers du Texas en 4e ronde. Je ne pensais jamais que mon nom serait associé un jour à d'autres grands noms du sport lavallois comme Jean Pascal et Jonathan Bernier, reconnaît Charles Leblanc. Je les voyais sur le mur, c'était spécial. Quand j'étais à Pittsburgh, je me suis dit que mon tour viendrait peut-être un jour. C'est ce qu'il a rapporté là, pour évidemment accueillir cet honneur. Il conserve d'excellents souvenirs de Georges Vanier. Je me souviendrai longtemps de l'encadrement des entraîneurs et de mes coéquipiers. L'expérience de jouer au baseball et étudier en même temps a été incroyable, poursuit l'athlète âgé de seulement 20 ans et d'ailleurs promu un avenir prometteur. Et dans son allocution, Charles a insisté auprès des jeunes en indiquant que de nombreuses personnes lui avaient permis de réaliser ses rêves.
Et mes exploits ne sont pas importants, c'est l'individu que tu deviens. Il faut faire les bonnes choses et s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qu'il a aussi tenu à spécifier en recevant, donc pareil, éloge. Il avait une anecdote du temps où il évoluait avec Georges Vanier à raconter aux jeunes. Dans un tournoi de baseball en Ontario, on m'avait fait jouer pour la première fois comme voltigeur. J'avais échappé un ballon et nous avions perdu à cause de mon erreur. Et pourtant, j'ai été le seul joueur de cette équipe à percer dans les ligues majeures. C'est ce qu'il a confié donc pour donner un élément de motivation supplémentaire aux jeunes. Et même s'il a dû prendre une année sabbatique de l'école, Charles a mentionné l'importance des études et d'avoir un plan B. Si ça ne fonctionne pas au baseball, mon plan est de retourner à l'université. Tu dois avoir un diplôme. Charles a remis un chèque d'ailleurs de 5 000 $ pour le programme de baseball de l'école Georges Vanier afin de moderniser les installations et l'achat aussi de matériel. Alors, vraiment, belle contribution, non seulement que sportive, mais aussi que monétaire de la part de Charles. Félicitations, mon cher. Maintenant, on vous précise évidemment les activités entourant Opération Nez Rouge de cette année. Si vous voulez vous impliquer en tant que bénévole, il est toujours temps. Bonjour, je me présente Louis-Philippe Lemay. Je suis le coordonnateur de l'opération Nez Rouge Laval-Basse-Laurentide. L'opération Nez Rouge, c'est un service de raccompagnement accessible et confidentiel offert par la communauté et pour la communauté dont les retombées financières profitent à des organismes locaux dédiés au sport amateur ou à la jeunesse. Dans le cas de la région de Laval-Basse-Laurentide, le maître d'œuvre de l'opération Nez Rouge est Sport Laval. Chaque année, on remet plus de 40 000 $ en bourse qui proviennent des dons de l'opération Nez Rouge à des athlètes du sport amateur de la région. Pour ce faire, on a besoin de plus de 3 000 bénévoles au mois de novembre. L'opération Nez Rouge, cette année, en 2016, ce sera du 25 novembre au 31 décembre. Donc, durant cette période, on a besoin de plus de 3 000 bénévoles qui vont nous permettre d'effectuer plus de 4 000 raccompagnements sécuritaires. Donc, on prend des clients avec les facultés affaiblies, puis on les ramène en toute sécurité à la maison. Donc, en termes de bénévoles, ce qu'on recherche, soit des bénévoles routiers qu'on appelle, qui vont sur la route et qui effectuent des raccompagnements, ou encore des bénévoles en centrale pour effectuer des postes de téléphonistes, effectuer la répartition. On a un service d'alimentation où est-ce qu'on nourrit tous nos bénévoles qui viennent à l'opération Nez Rouge. Donc, on a besoin de bénévoles pour travailler dans ce secteur-là. Des bénévoles au guichet pour donner les radios de départ aux équipes. Ou encore des bénévoles qui veulent effectuer de la formation, car tous les bénévoles qui viennent à l'opération Nez Rouge Laval-Basse-Laurentide ont une formation d'une quinzaine de minutes avant de prendre la route ou avant d'effectuer leurs tâches en centrale. Notre centrale de coordination est située au Cosmodome, au 2150 autoroute des Laurentides. Et puis, nos heures d'ouverture sont de 19h à 3h du matin. Donc, on attend les bénévoles pour 19h pour qu'ils puissent prendre la route entre 19h et, dépendamment des soirs et de l'achalandage, entre minuit, et pour revenir aux petites heures du matin. Donc, même si on dit que notre centrale de coordination est ouverte de 19h à 3h, ça signifie qu'on arrête de prendre les appels à 3h du matin, mais encore, il y a des bénévoles qui peuvent continuer de faire des raccompagnements jusqu'à 3, 4, 5h du matin. Les bénévoles peuvent arrêter d'effectuer leur service à tout moment. Donc, si vous êtes fatigué, il n'y a aucun problème, vous le dites sur la radio et puis vous revenez en centrale, vous redonnez les dons, vous redonnez votre radio, votre dossard de bénévole et puis c'est terminé pour vous ce soir. Donc, il n'y a pas d'obligation fixe de telle heure à telle heure. Pour s'inscrire à l'opération Nez Rouge en tant que bénévole, tous les bénévoles doivent remplir un formulaire qui est disponible sur le www.opérationnezrouge.com, doivent le remplir, l'imprimer, le signer et le retourner à l'adresse inscrite sur le formulaire. Il existe 3 types de bénévoles routiers à l'opération Nez Rouge: le chauffeur, l'escorte motorisée et le partenaire. Le chauffeur, c'est la personne qui conduit le véhicule du client. Le partenaire, c'est la personne qui va accompagner dans le véhicule du client le chauffeur pour s'assurer que tout se passe en toute sécurité et qu'il n'y arrive pas de problème. Et puis, il y a l'escorte motorisée, qui est la 3e personne, qui, elle, va suivre avec son propre véhicule le véhicule du client dans lequel se trouve le chauffeur et le partenaire. Généralement, à l'opération Nez Rouge, c'est des équipes de 3 personnes. Toutefois, si vous voulez vous présenter seul en centrale pour effectuer du bénévolat, il n'y a aucun problème. Vous présentez ça le soir même, et puis nous, en centrale, on a un super tableau avec les différents rôles possibles, et puis vous avez seulement à inscrire votre nom sous le rôle désiré, et puis nous, on va s'occuper de former les équipes. Au Cosmodome, dans notre centrale de coordination, on a une super salle d'attente pour les bénévoles, le salon des bénévoles Michelin, dans lequel les bénévoles peuvent regarder des matchs de hockey du Canadien, peuvent jouer à des jeux de société, peuvent parler, écouter de la musique.
socialiser entre eux. Donc, vraiment, dans l'attente du premier appel, il y a beaucoup de plaisir à avoir en centrale, puis tout le monde est sur un air festif et joyeux. Vraiment participer à l'opération Nez Rouge, je vous le conseille. Vous allez vivre une tonne de moments vraiment tripants. Ça va vous donner plein d'anecdotes puis de moments inoubliables que vous allez pouvoir raconter à vos proches et à votre famille. Chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Cette semaine, un film qui est paru au cinéma plus tôt dans l'année 2016 du nom de Don't Breathe, version évidemment aussi française que vous pouvez connaître sur Ne respire pas. Et c'est mon cher Nicolas Vincent Poirier qui est là. Salut! Salut! Tu me parles de ce film-là, Don't Breathe, et... Bien, tout d'abord, précisons un peu le synopsis, parce que j'ai tellement de choses que je veux t'amener. J'ai hâte de savoir sur quel angle tu vas me l'apporter. Ouais. C'est tellement simple comme histoire. Écoute, c'est un huis clos. C'est 3 ou 4 voleurs qui décident de cambrioler une maison. Donc, un aveugle qui habite dans une maison. Il semblerait-il qu'il y a beaucoup d'argent dans cette maison-là. Donc, au premier abord, ça semble facile de dérober de l'argent. C'est ça. Tout semble très facile. Et finalement, c'est pas du tout le cas parce que l'aveugle... il connaît très bien sa maison et c'est quelqu'un qui est quand même assez fort et disons que c'est une grosse menace dans le film. Donc, est-ce que ces jeunes-là vont être capables de sortir vivants de la maison? De la maison et donc sous forme de thriller, d'horreur. C'est un melting pot de genre de films auquel on connaît, auquel on est habitué. Et puis, d'ailleurs, je veux que tu me parles, puis je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, les premiers moments du film m'ont fait penser un petit peu à Panic Room avec Jodie Foster, qui était, je pense qu'il était paru en 2002, quelque chose comme ça. Oui, c'est en plein ça. La chambre forte, pour être précis, version française. Je trouvais qu'il y avait certains segments, certains éléments qui pouvaient nous rattacher à ce film-là au début. Là. Moi, j'ai pas... ça fait tellement longtemps que j'ai vu Panic Room. Je l'ai vu une seule fois d'ailleurs, donc j'ai pas eu... j'ai pas pensé que ça me faisait... que ça ressemblait un petit peu à ça. Mais par contre, c'est vrai que, c'est un huis clos, comme dans les deux cas, c'est des huis clos. Et ces temps-ci, dans les films d'horreur, la mode, c'est vraiment les huis clos. Depuis 2004, depuis ça, c'est vrai vraiment... que c'est une tendance, hein? C'est une tendance, comme dans les années 80, c'était les slashers, tu sais, des méchants avec des masques, que ce soit de Freddy, Jason ou des poupées. Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Mais ça a commencé des années 70, Massacre à la tronçonneuse, mais c'est vraiment depuis le film Halloween en 78 que là, les slashers sont devenus populaires. Et depuis 2004, c'est vraiment la mode des huis clos parce que ça coûte pas cher à faire. C'est ça. Ça coûte pas cher. 9 millions de budget et le film en a rapporté 152 millions. C'est incroyable. Puis surtout que le réalisateur, qui est, pour pas me tromper, Fede Alvarez, lui qui a été un protégé de Sam Raimi, un réalisateur qu'on connaît beaucoup plus que Alvarez, bien entendu. Lui qui nous avait offert Evil Dead, donc un tout nouveau genre avec ce film-là de Don't Breathe. Puis j'ai trouvé que la photographie était ingénieuse. J'ai trouvé que ça ajoutait au rythme, parce qu'évidemment, c'est un film qui... Puis ce genre de film-là, c'est le rythme. Il ne faut pas que tu perdes jamais le sens du rythme dans ce genre de trailer-là. Mais aussi, c'est que, tu dis, la photographie dans le film, c'est particulier, les images, et aussi, ça devait être un certain problème parce que le film se passe dans le noir. Effectivement. Donc, il faut quand même, que le spectateur voit quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait à croire que les personnages dans le film, ceux qui ne sont pas aveugles, en tout cas, sont pas capables de voir qu'est-ce qui se passe? Donc, il fallait jouer là-dessus. Et d'ailleurs, Stephen Lang, celui qui joue le rôle de l'aveugle, avait évidemment des verres de contact pour montrer l'illusion qu'il était aveugle. C'est ça. Mais les comédiens aussi, parce que quand on est dans le noir, nos pupilles sont dilatées. C'est ça. Et justement, eux autres aussi, il y avait besoin de verres de contact. Et ça a fait que tout le monde avait de la misère à voir. Fait que c'est le souci du détail qu'on a dans ce film-là. Puis j'ai trouvé aussi que la trame sonore, vous me permettrez un petit peu ce petit jeu de mots-là, mais permettait au film de respirer. Non, mais je trouvais pour vrai que ça ajoutait aussi, parce que dans ce genre de film-là également, la tension de garder captif son téléspectateur, c'est évidemment dans les grandes lignes d'un film qui doit être pour faire une réussite. Alors, j'ai trouvé vraiment que la trame sonore était excellente, à point pour ce film-là. Et tu vois, ce film-là dure, 1h26.
Et le réalisateur, lui, ce qu'il voulait justement, c'était sortir de Evil Dead avec tout le sang qu'il y a eu. Il s'était fait beaucoup critiquer justement sur le fait que trop de gore dans Evil Dead. Et là, il s'est dit, bon, un huis clos, un film de peur, mais pas trop de sang. Pour les adolescents aussi, parce que c'est quand même un film... Bien, c'est coté 16 ans et plus aux États-Unis, quand même. Donc, tu connais leur façon de coter les films, qui sont un petit peu plus frigides que nous. Oui, mais c'est plus difficile de rentrer aussi, mais quand même que ce film-là, pendant l'été, ait fait autant d'argent et justement aussi, il n'y a pas de sang, contrairement à Evil Dead. C'est pas un film un autre genre de film, il n'y a pas beaucoup de gore, mettons. Exact. Puis est-ce que c'est pas aussi une nouvelle tendance de lancer des films durant la saison estivale de films d'horreur? Tu sais, souvent, on parlait du mois d'octobre parce que, bien sûr, c'est Halloween, mais le fait qu'il y a Conjuring aussi depuis quelques années qui est lancé durant l'été, il y a comme toujours des films d'horreur l'été. Mais ça a partie de nouvelle tendance. Mais ce qui se passe, c'est que pendant l'été, tu as des films énormes avec des budgets de 200-250 millions de dollars plus la pub. Aussi, mais ça, à 9 millions de budget, ça prend pas grand-chose pour entrer dans son argent. Mais aussi, tu n'as pas de compétiteurs. Tu sors ça en même temps que Avengers ou n'importe quoi d'autre. Il y a une différence entre Avengers puis un film de peur, je veux dire. Donc, le public n'est pas tant séparé que ça. Et ça, ce film-là, c'est ce qu'on appelle un sleeper hit. C'est-à-dire que quand le film est sorti, on n'a pas mis beaucoup de publicité là-dessus parce que de toute façon, pas de compétiteurs, puis c'est le bouche à oreille qui fait la chose, j'imagine. C'est ça, mais un sleeper hit, c'est pas beaucoup de publicité et c'est le long terme. Okay. Ce film-là est resté, je pense, 2 semaines, peut-être 3 semaines au numéro 1. Mais après ça, il a juste continué à rester stable au numéro 2, numéro 3 et faire son argent comme ça. En tout cas, un film qui, moi, pour ma part, j'ai trouvé très surprenant et même il y a des rebondissements inattendus dans ce film-là, ce qui pour justement ce type de là, tu sais, thriller, un peu horreur, d'habitude c'est très prévisible. Alors j'ai vraiment aimé le film, mais je voulais te parler parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais la fin, on la dévoilera pas, la fin quand même, non, mais ça laisse tellement la place à une suite. Hein? Oh, mais attends un peu, c'est exactement ce qui va arriver parce que là, écoute, ce film-là, moi j'ai une prédiction pour toi, ça va être comme Décadence, comme ça en 2004. Ouais. Le premier est sorti, il n'a pas coûté cher. Go, on en fait un autre l'année suivante. Ce film-là, la pré-production a déjà commencé pour la suite. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que l'extérieur a été tourné à Détroit. Et l'intérieur, dans la maison, c'est en Hongrie que ça a été tourné. Donc, c'est quand même la distance. C'est inusité, là. C'est inusité. Ben, ça coûtait moins cher tourner l'intérieur en Hongrie. Ça me fait penser un petit peu au film des années 90, parce que, bon, c'est ma jeunesse, là. Je veux pas Scream, tu te rappelles, évidemment. Ben oui, c'est ma jeunesse. C'est dans la même genre de clientèle qu'on vise, puis ça avait été un grand succès auprès, justement, des ados, peut-être un petit peu inattendu également. Un sleeper hit aussi. Oui, un sleeper hit aussi. Ben, en tout cas, un grand plaisir, puis dans le temps des fêtes, pourquoi pas, puis présentement aussi, mais c'est disponible, évidemment, en DVD, mais aussi dans le temps des fêtes, se claquer ce film-là en 2 morceaux de dinde. Si vous voulez pas vous faire attaquer par des dindes. Un grand merci, mon cher Nicolas Vincent Poirier. Voilà, c'est ce qui prend son terme pour cette édition du TV Laval Nouvelle. J'aime vraiment ça, vous savoir à l'écoute de façon hebdomadaire du TV Laval Nouvelle. Vous avez véritablement donc des suggestions de sujets, des commentaires. Évidemment, on aime savoir ce que vous aimez, qui vous fait vibrer ici à Laval, tvrl.ca. Même lieu également pour tout connaître de notre bingo à Bingo TV Laval, tous les dimanches matins dès 9h30. Possibilité de remporter 3 500 $ en lot, dont 2 000 $, la carte pleine, tvrl.ca pour tout connaître. N'oubliez pas que les dimanches matins, le Bingo TV Laval, c'est ici donc, c'est bingo. À bientôt.